Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Olivier d'Artigol. Vous exagérez. Non, une enquête a été ouverte par le parquet national financier contre McKinsey pour, je cite, blanchiment aggravé de fraude fiscale. Une enquête consécutive à une tribune publiée hier soir par le magazine Marianne qui avait fait beaucoup de bruit, une tribune de magistrats publiée sous le sceau de l'anonymat. Une tribune qui commençait en parlant, je cite, d'un État possiblement frappé par la corruption et qui se concluait par ces mots « La justice ne saurait être complice de ces dévoiements. Il en va de la survie de notre État de droit. Si nous ne voulons pas devenir une république bananière, nous, magistrats, refusons de légitimer toute inertie, refusons de laisser croire aux citoyens que la justice protégerait un homme politique et serait soumise à un garde des Sceaux en campagne électorale. Une véritable réflexion sur la conduite des enquêtes politico-financière, y compris en période électorale, doit être menée et devra faire partie des sujets incontournables au lendemain du scrutin. Bref, on peut dire qu'il n'y était pas allé avec le dos de la cuillère. D'où notre premier débat, ouverture d'une enquête contre McKinsey. Le parquet national financier aurait-il dû agir plus tôt? Et vous êtes désormais 99% à dire oui. Avec nous, Mathieu Aron, journaliste, co-auteur de Les Infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État, publié chez Alary. Mathieu Aron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Dans cette tribune, les magistrats s'étonnaient que le PNF ait ouvert une enquête contre le candidat communiste, je dis pas qui c'est, à la présidentielle, et contre Laurent Wauquiez pour un éventuel soupçon de favoritisme pour un marché public au Puy-en-Velay, mais rien sur McKinsey. Les magistrats en étaient émus dans cette tribune. Est-ce que ça a joué quand on voit que les deux affaires dont je viens de parler sont de la roupie de Sansonnet par rapport à McKinsey? Écoutez, de toute façon, dans ces climats électoraux, forcément, tout joue un peu. Après, moi, ce que je constate, c'est qu'entre la révélation du non-paiement de l'impôt par McKinsey qui intervient le 17 mars et l'ouverture de l'information judiciaire qui est intervenue, on l'a appris aujourd'hui, mais on sait qu'elle a été ouverte en fait le 31 mars, il y a 14 jours. 14 jours, alors bon, les juristes diront si c'est trop court ou trop long. Mais c'est rapide quand même, hein. C'est quand même rapide. C'est pas franchement un délai anormalement long. Et je pense que Philippe Bilger, qui est avec vous, pourra en convenir. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a de plus important aujourd'hui, c'est que cette enquête, elle est ouverte. Donc, il va y avoir des investigations pour savoir pourquoi McKinsey, malgré un chiffre d'affaires très important de 329 millions d'euros annuels en 2020, déclare un bénéfice nul, 0 €, ce qui lui permet de ne pas payer d'impôts. Et pourquoi surtout ce mécanisme s'est répété pendant 10 ans? Est-ce qu'il y a eu fraude? C'est là-dessus que les magistrats vont véritablement enquêter maintenant. Et je dirais qu'au-delà de McKinsey, le plus important sans doute, c'est qu'on se penche sur l'utilisation de ces cabinets de conseil, 1 milliard d'euros dépensés en 2021 pour confier à des cabinets privés des missions dont on supposait pour la plupart qu'elles étaient confiées auparavant à des fonctionnaires. Voilà le vrai sujet, parce que là, il y a probablement de l'argent public qui est, pas toujours, mais qui est parfois véritablement dilapidé et gâché. Philippe Bilger. En fait, c'est vrai ce que vient de dire Mathieu Aron. Le délai peut ne pas apparaître anormalement long entre le 17 et le 31 mars. Mais vous avez évoqué, Philippe, déjà un événement important, c'est que on a constaté tout de même une certaine passivité pour McKinsey, alors que deux affaires ont été lancées très rapidement, celle concernant un candidat pour lequel la lutte des classes continue et Laurent Wauquiez. Donc il y a déjà là quelque chose qui me laisse penser que en ce qui concerne McKinsey, on a une sorte de stagnation de l'appareil d'État qui a dû être poussé dans les reins pour enfin accomplir les opérations qui étaient nécessaires et légitimes. Deuxième élément, mais là je le dis avec prudence et modestie, il est évident que durant ce délai du 17 au 31 mars, des choses ont joué, et en particulier ce que le Sénat avait décidé dans sa commission d'enquête, et peut-être, je l'espère, cette tribune collective des magistrats
qui, au-delà, pour une fois, de tout syndicalisme partisan, ont pointé des carences et des faiblesses totalement délétères pour notre démocratie. Et donc, paradoxalement, je trouve dans cette affaire, et enfin l'ouverture d'une enquête pour McKinsey, pour les qualifications que vous avez dites, Philippe, quelque chose qui laisse espérer un futur meilleur pour la justice. Mais là où je ne crois pas en réalité que ça débouchera sur une réflexion collective demain, je crois toujours, en tant que réactionnaire, je crois beaucoup à la portée des comportements individuels et des courages personnels. Je ne suis pas persuadé que des structures garantiront à des caractères de devenir porteurs de démocratie si eux-mêmes n'ont pas la capacité. Je n'ai pas l'usage de la langue espagnole comme Philippe David, sinon j'aurais dit autre chose, n'ont pas la capacité de les assumer. Tienes cojones. Voilà. Okay. Avec la jota. Mathieu Aron. Quand j'entends Philippe Bilger, j'entends l'ancien avocat général dans les procès. Grand avocat général. Mais Mathieu, sans réquisition, heureusement. Grand avocat général, Mathieu Aron, quand même. Oui, Non, tout à fait. non, Disons, sérieusement, allez. Mais Sérieusement. sérieusement, je crois qu'il y a deux sujets qui sont un peu différents. Il y a le cas McKinsey. Le cas McKinsey, il est très intéressant parce qu'au-delà même de la problématique du cabinet de conseil, ce qui est posé comme question aux magistrats qui vont enquêter, aux services de police qui vont enquêter, et plus tard aux politiques forcément, c'est l'utilisation de mécanismes d'optimisation fiscale qu'utilisait probablement McKinsey, mais qu'utilisent beaucoup de cabinets de conseil et qu'utilisent un très grand nombre d'entreprises. Et donc là, ce que vont devoir établir les magistrats, c'est jusqu'où on peut utiliser ces mécanismes d'optimisation fiscale sans tomber dans le délit, si vous voulez. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, selon la réponse judiciaire qui sera apportée, in fine, il y aura peut-être des réformes derrière, j'y crois quand même, et ça peut permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, je le répète, c'est de savoir, à travers l'exemple McKinsey qui est mis en avant, pourquoi on utilise et on fait appel à ces cabinets de conseil pour des missions qui sont absolument parfois incroyables. À l'Obs, on a encore donné un exemple. Aujourd'hui, c'est une révélation qu'on fait sur notre site internet. Un cabinet de conseil, en l'occurrence le cabinet Roland Berger, qui a été payé 450 000 euros pour mener, énorme somme quand même, pour mener une mission sur la petite enfance. Pourquoi pas? Sauf qu'on s'est rendu compte qu'au même moment, on avait confié à un des plus grands spécialistes français, Boris Cyrulnik, la même mission, qui avait bien pris soin d'appeler des grands spécialistes de cette question, que cette peut-être petite mission menée par le plus grand spécialiste ne disposait pas d'un budget conséquent, qu'ils avaient fait venir des professeurs de l'étranger, qu'il avait fallu faire des pieds et des mains pour leur faire aller à la cantine du ministère et leur trouver une carte. Voilà des gens qui ont travaillé avec aucun moyen, et en parallèle, on se rend compte que l'État confie une mission à un cabinet de conseil pour 450 000 euros. Il y a là quelque chose de totalement anormal. Ces phénomènes de doublons, nous, dans notre livre, on en raconte de très nombreux, et véritablement, on peut s'interroger, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement veuille faire appel à ces cabinets ? Je vais vous dire, moi, bonjour Mathieu Aron, c'est François Degois. Pour avoir été à l'intérieur de la machine Hollande, et je sais très bien que François Hollande n'en a pas du tout abusé, le gouvernement, vous savez, c'est le ministre qui décide. À un moment donné, si on octroie, bien sûr, il y a la passation de marché, mais c'est à un moment donné le ministre. Et bien souvent, les ministres utilisent ce type de cabinet pour contourner leurs fonctionnaires, pour essayer de casser les décisions des fonctionnaires. Vous savez, les ministres, quelle que soit leur couleur politique, se plaignent toujours de cette superstructure qu'on va mettre au pas, qu'on n'arrive pas à mettre au pas. Le symbole paroxystique, c'est Bercy, mais vous savez, chaque ministre est en but avec son administration centrale. Et avoir recours à ce type de cabinet, c'est pouvoir avoir du poids politique par rapport à sa propre administration centrale. Ça, c'est le premier point, c'est une évidence. Le deuxième point, mais je sais très bien, Mathieu, que vous ne voudrez pas l'aborder, mais pour moi, il est
aussi capital, c'est un point qui concerne McKinsey et les relations avec le président candidat. La question que tout le monde se pose, et c'est ça la plus importante, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit dans les qualis, c'est-à-dire les études qualitatives, que nous ne savions pas, mais McKinsey est en train d'arriver en tête à 30% des préoccupations des gens sur la vision qu'ils ont du président sortant. La réalité, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu un renvoi d'ascenseur? Je le dis simplement, c'est-à-dire que, en gros, est-ce que McKinsey a participé au financement de la campagne de la première campagne du président sortant? Voilà, je le dis simplement, et ils ont le droit, en tant que personne morale, avec ces dirigeants qui étaient dans l'équipe de campagne, qui ont participé gratuitement à l'élaboration, ce qui est interdit de la part d'une entreprise, ils l'ont fait peut-être à titre personnel, l'élaboration du programme du candidat, et est-ce que cela a donné lieu en retour à des marchés? C'est ça la vraie question. On peut très bien faire des dissertations, et moi je veux bien sur le recours au cabinet de conseil, on pourrait le faire également sur le recours au sondage outrancier. 3,5 millions d'euros de sondage dépensés par l'Élysée en 2019. C'est délirant. On arrive presque maintenant sur les étiages de Sarkozy. Voilà. Donc ça, vous avez raison de poser ce principe. C'est strictement politique. C'est pour faire plier les administrations centrales. Mais la vraie question politique, et qui est aussi une question judiciaire, c'est celle que je pose politiquement. Les liens entre le président sortant et ce cabinet. Mathieu Aron, et après on part au 0826 300 300. Ça réagit énormément. Je vais vous répondre très très vite, Françoise. La question que vous posez, celle des liens existants entre Emmanuel Macron et le monde des consultants, et savoir qu'ont fait exactement les consultants de McKinsey pendant la campagne en 2017, on y consacre un chapitre entier. Oui, je sais, je l'ai vu, mais parlons-en justement. Et on explique très très bien comment ces consultants sont intervenus, à notre connaissance, à titre purement personnel, et ce n'est pas l'entreprise McKinsey qui est intervenue. Il n'empêche que l'on sait parfaitement que le monsieur qu'on a beaucoup vu à la télévision faisant cette déposition au Sénat et expliquant que McKinsey payait ses impôts en France, qui pose quand même de gros soucis par rapport à sa déposition, le même homme, Karim Tadjedine, il s'est impliqué personnellement, à titre personnel, mais il s'est impliqué dans la campagne d'Emmanuel Macron. Ne citez pas le nom, Mathieu, citez pas le nom, on n'a pas le droit de citer les noms. Pas citer les noms des candidats. Alors, je le dis, les autres candidats sont Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean Lassalle. Vous pouvez continuer. Je suis absolument désolé. Voilà. C'est pour ça qu'on fait des périphrases depuis tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est neuneux. Je comprends. Il n'empêche, au-delà des interventions des uns et des autres et de l'implication de tel ou tel consultant à titre personnel dans la campagne de tel ou tel, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce pouvoir actuel, en fait, il y a une forme de symbiose culturelle avec le monde des consultants. Ça, on a vu plusieurs personnes. Alors, on avait rencontré pour préparer ce livre, entre autres, Alain Minc, qui est quand même un bon observateur de la vie politique, même si on pense qu'on veut de lui, et qui nous disait quand même qu'il y avait que c'était assez troublant, qu'il y avait des pensées communes. La manière dont s'exprime la personne qui est actuellement à l'Élysée, et on se souvient de son discours sur toujours mettre en avant l'agilité, la performance, le culte de la conduite du changement, tout ça, c'est un vocabulaire qu'on retrouve chez les consultants. Bien sûr. Donc, si vous voulez, nous, on pense que ce phénomène de consultants, qui n'est pas né avec l'actuel locataire de l'Élysée, puisque c'est un autre président, Nicolas Sarkozy, qui les a introduits véritablement dans l'État, François Hollande, lui, ayant plutôt minimisé le phénomène, et actuellement, là, depuis 5 ans, ça a remonté forcément. En fait, on se rend compte quand même qu'il y a une adéquation quelque part, une langue commune, on parle de la même chose. Et ce que vous disiez sur le fait que les ministres aiment beaucoup s'appuyer sur des consultants, parce que quelque part, c'est une façon pour eux d'aller dire à l'administration, je fais ce que je veux. Je pense que les personnes qui sont au pouvoir actuellement, on se souvient quand même qu'il s'agissait de mettre en place un nouveau monde qui voulait mettre à bas un certain nombre d'archaïsmes, de corporatisme. Donc tout ça, si vous voulez, c'est une manière de penser. Les vraies voix, 17h45. Premier débat, ouverture d'une enquête contre McKinsey. Le PNF aurait-il dû agir plus tôt? Vous êtes 98,9% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour la suite du débat.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Olivier d'Artigol. Premier débat, ouverture d'une enquête contre McKinsey. Le PNF aurait-il dû agir plus tôt? Et vous êtes 98,9% à dire oui. Ça appelle beaucoup au 0826 300 300, direction les Hauts-de-Seine. Bonsoir Philippe. Bonsoir mesdames, messieurs. Alors, est-ce que pour vous, le PNF aurait dû agir plus rapidement? Oui, bien sûr, il aurait dû réagir il y a beaucoup plus même d'années, mais Françoise... Enfin, pas d'années, l'affaire est tombée, le rapport sénatorial le mois dernier. Oui, mais ils auraient dû faire ça il y a beaucoup plus de temps, mais Françoise a tout dit tout à l'heure, il y a un mélange des genres, et moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, est-ce que le locataire de l'Élysée travaille pour la France, pour les Français, ou il travaille pour voir un autre pays, un autre lobby? Parce qu'en fin de compte, à l'époque, il était déjà ministre à Bercy, où il s'est dit tiens je vais devenir président, et on l'a aidé. Donc à ce moment-là, quand peut-être il avait déjà donné son accord, je crois, pour la vente d'Alstom à un autre pays, est-ce que les USA, GE? Comment? Les USA, General Electric. Exactement. Donc est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de les vendre aux Allemands? Mais non, il a voulu le vendre aux États-Unis. Donc est-ce qu'on lui a pas conseillé vous voyez, ils bossent pour qui? Pour nous ou pour eux? Alors, on va faire réagir. Oui, vous voulez dire un dernier mot, Philippe? Oui, et du coup, je me pose la question, ma question aujourd'hui, c'est ça, c'est pour qui ils bossent, pour qui ils roulent? Alors, merci beaucoup, Philippe des Hauts-de-Seine. Mathieu Aron, co-auteur des Infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État, publié chez Alary. Vous entendez, Philippe, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? Qu'il y a peut-être un léger mélange des genres? Je comprends qu'on puisse se poser bien des questions, tout à fait. Après, moi je suis journaliste, donc ce que j'ai fait, c'est un livre d'enquête. Donc à chaque fois, je m'appuie sur des faits qui sont au maximum prouvés. C'est mon job, si vous voulez, quoi. Donc je peux pas dire que là il y a tel lien, tel conflit d'intérêt qui est patent, qui est évident, si je n'ai pas réussi à le prouver. Donc voilà, si vous voulez, c'est la seule chose que je puis répondre. Après, quand j'entends parler de l'affaire Alstom, il se trouve que je connais bien cette affaire, puisque... Vous avez écrit un livre dessus. Voilà, et j'ai contribué à la révéler, donc je la connais bien. Pour parler de l'affaire Alstom, ce qui est assez intéressant, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Françoise Degois, c'est qu'il y a eu deux commandes qui ont été passées à des cabinets de conseil, pour revenir à notre sujet. Il y a une commande qui est passée par le ministre que l'on connaît de l'économie de l'époque, qui, dans un premier temps... Non, à l'époque, il était secrétaire général de l'Élysée. Adjoint. Pas au secrétaire adjoint. Ouais. Vous avez raison, François, secrétaire adjoint. Ouais. Et il y a une première commande qui est passée à un cabinet de conseil sur l'avenir d'Alstom, alors qu'Alstom n'a pas du tout été vendu encore à ce moment-là. Et que dit ce cabinet de conseil? Qu'il faut peut-être songer à le vendre, et songer à le vendre à un concurrent américain, General Electric. Et puis, quelques années plus tard, il y a une autre commande qui est passée par un autre ministre, qui est Arnaud Montebourg, à un autre cabinet de conseil, qui lui va recommander complètement des choix différents. Et on a l'impression quand même que ces cabinets de conseil, ils répondent aussi à la commande que souhaite le ministre, si vous voulez, dans cette histoire Alstom. Je suis assez d'accord avec vous, vraiment, bien sûr. Ils répondent aux vœux profonds ou du secrétaire ou du ministre. Olivier d'Artigol. Plusieurs dimensions. On a eu la République des professeurs, la République des avocats, là on a la République des managers. Et bien évidemment que ces ministres passent par-dessus leur administration, pour que les conclusions, les préconisations faméliques pour certaines des travaux demandés, je prends l'exemple Blanquer sur l'éducation, sont au millimètre près ce qui correspond à la bataille idéologique menée par ce ministre sur son sujet. C'est du copier-coller et contre son administration. Premier élément. Deuxième élément, le Nouveau Monde est donc harponné très directement par ce vieux Sénat, par cette enquêtrice Eliane Assassi, sénatrice enquêtrice, communiste, par les frères Bocquet, Alain et Éric, dont un sénateur, Éric Bocquet, sur l'évasion et l'optimisation fiscale. Il a été dit quelque chose tout à l'heure. Où s'arrête l'optimisation, où commence l'évasion? Parce qu'on va parler d'un État américain, le Delaware. C'est l'État de Joe Biden. C'est où McKinsey a son siège. C'est là où McKinsey a donc... Et dernière question. Normalement, quand on passe de tels volumes auprès d'un cabinet conseil,
on s'interroge sur la situation fiscale sur les 10 dernières années de ce cabinet conseil. Et donc, on se serait aperçu qu'il n'y avait donc pas de paiement de l'impôt sur les sociétés concernant... Je termine, Françoise. Il a répondu, Olivier Dussopt, là-dessus. Il a répondu, il a dit, ils nous ont montré des bilans négatifs qui n'ouvraient évidemment pas... Non, ils ne sont pas très curieux. Oui, mais c'est pas des lapins de l'année. Dussopt, il a fait sa chatte-mythe, comme d'habitude, où il y a quelque chose d'élégant, de sympa, mais bon, dans le contournement. Donc, ça coche beaucoup de choses. Et je le dis, le repas de dimanche, les copains qui prennent le café au bar... ou le petit canon en fin de journée, ça parle beaucoup de McKinsey. Parce que, pour contourner une expression du macronisme, tout ça, c'est aussi un pognon de dingue. Et ça tape des gens à qui on a dit ça, et ils disent, mais pour finir, le pognon de dingue, c'est pas nous, c'est pas pour nos vies, c'est ailleurs que ça part. Mathieu Aron. Ce qu'on peut dire sur cette affaire, c'est que elle est quand même curieuse dans le sens où, comme vous le rappeliez à l'instant, normalement, pour obtenir un marché public, une entreprise, quelle qu'elle soit, doit attester du fait qu'elle est en règle avec les impôts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé, d'autant plus que nous, on raconte dans le livre que quand même le ministère des Finances a passé, encore en février 2021, donc c'est très récent, un très gros marché avec McKinsey, un marché de 18 millions d'euros, pour aider Bruno Le Maire à faire des économies budgétaires dans les achats de l'État. Alors déjà, de vous à moi, qu'un ministre des Finances se fasse conseiller pour savoir où faire des économies par un cabinet privé, moi ça m'interpelle. Mais au-delà de ça, voilà, le ministre qui passe commande, et c'est dans le même ministère où normalement on fait des vérifications. Donc voilà, il y a quelque chose de curieux. Il va falloir qu'on regarde ce qui s'est passé, et la justice, elle va aller regarder ce qui s'est passé. Quelle date ces 18 millions d'euros pour des économies de l'État? Quelle date? Alors, c'est février 2021. D'accord. Février 2021. Février 2021. Ça fait comme une très jolie somme. C'est une très jolie somme. Cela dit, il y a eu un autre cabinet de conseil dont j'ai plus le nom en tête, qui a aussi obtenu une très belle somme au même moment pour faire aussi des économies dans le budget de l'État, enfin, pour conseiller l'autorité politique sur où faire des économies. Je ne sais pas, je dis ça de manière un peu légère, mais je ne sais pas si ces cabinets de conseil ont conseillé à l'État de faire moins appel au cabinet de conseil pour faire des économies dans les achats de l'État, si vous voulez, quoi. C'est 18 millions pour faire des économies. Les vraies voix. Merci beaucoup, Mathieu Aron. On peut dire très bon travail de Mathieu Aron et de son ami qui est co-auteur. Caroline Michel-Aguirre. Non, mais vraiment, Mathieu, comme toujours, enfant de Radio France, hein, Mathieu Aron, n'oublions jamais. Hein. Mais on est sur Sud Radio ici, ma chère Françoise. Enfant de la radio, c'est ce que je voulais dire. Enfant de la radio. Merci beaucoup, Mathieu Aron, journaliste, co-auteur de Les Infiltrés. Comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État, publié chez Alary. Verdict sur Twitter. Ouverture d'une enquête contre McKinsey. Le PNF aurait-il dû agir plus tôt? Vous êtes 98,9% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.